Les États-Unis menacent Israël de couper une partie de l'aide militaire sans amélioration de l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Albanie accueille sur son port de Shengjil les premiers migrants secourus par l'Italie. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a effectué une tournée éclair dans plusieurs capitales européennes dont la France pour présenter son plan de victoire, une initiative qui a reçu un accueil mitigé. Ce mercredi à Kiev, lors d'un discours au Parlement, il a dévoilé les contours de ce plan, qui a pour but d'obtenir plus de soutien sur le plan militaire, diplomatique et économique. Volodymyr Zelensky espère ainsi contraindre Vladimir Poutine à entamer des négociations dans lesquelles l'Ukraine ne sera pas en position de faiblesse. Le plan comporte 8 points, dont 3 tenus secrets. Devant les députés ukrainiens, Volodymyr Zelensky a par exemple exclu de céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre. Il a également redemandé aux Occidentaux la levée des restrictions sur les armes à longue portée et réclamé le déploiement de moyens de dissuasion non nucléaire en Ukraine. Enfin, après avoir accusé la Chine, l'Iran et la Corée du Nord de soutenir la Russie, il a également pressé l'OTAN d'inviter l'Ukraine, ce qui pour lui est un élément fondamental de son plan de victoire. Moscou n'a pas tardé à réagir à son discours. S'exprimant devant la presse ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a rejeté ce plan de paix et appelle l'Ukraine à se réveiller. Dans l'est du pays, les troupes russes poursuivent leur progression et il reste moins d'un mois avant l'élection américaine qui, en cas de victoire de Donald Trump, pourrait constituer un tournant dans cette guerre. Ce jeudi, le président ukrainien est invité à Bruxelles pour présenter son plan de victoire. Face à la menace russe, et alors que certains des alliés de l'OTAN redoutent un engagement moindre des États-Unis en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre, le chef de l'OTAN se veut rassurant. Ce mercredi à Bruxelles, Mark Rutte a réaffirmé que l'Alliance était prête à protéger son territoire et à investir davantage dans sa défense. Il a ajouté que l'OTAN était capable d'affronter n'importe quel ennemi et qu'elle était prête à faire tout ce qui est nécessaire contre de futures attaques. Mark Rutte a également déclaré avoir pris connaissance du plan de victoire présenté par le président Zelensky. Les États-Unis menacent de couper une partie de l'aide militaire à Israël sans amélioration de l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dans un courrier signé par le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, l'administration Biden se dit profondément préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire dans la région. Washington estime qu'Israël a bloqué près de 90% de l'aide humanitaire acheminée à Gaza le mois dernier. Les États-Unis indiquent également que les ordres d'évacuation ont contraint près de 2 millions de Palestiniens à se déplacer dans un territoire étroit où les risques de contagion sont désormais élevés compte tenu des conditions sanitaires. Les critiques sur la manière dont Israël mène sa guerre contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban se multiplient. Au moins 15 personnes sont mortes dans la ville de Cana au sud du Liban dans une frappe israélienne. La ville a déjà connu par le passé un nombre élevé de victimes civiles à la suite d'attaques israéliennes. En 1996 a lieu le premier massacre de Cana lors de l'opération Raisin de la colère menée par Israël. Une frappe touche alors un complexe des Nations Unies abritant des centaines de personnes déplacées. Une centaine de personnes y perdra la vie. Plus tard, pendant la guerre de 2006, a lieu le deuxième massacre de Cana. Israël frappe un immeuble résidentiel qui, d'après elle, était une base de lancement de missiles du Hezbollah. Ce drame a fait 28 morts, dont 16 enfants. L'Albanie accueille sur son port de Shengjil les premiers migrants secourus par l'Italie. Le bateau transportait 16 hommes qui ont été secourus en mer après avoir quitté la Libye. Sur ce premier site, les hommes seront soumis à des examens médicaux et auront la possibilité de déposer une demande d'asile avant d'être transférés dans le centre de Gjader à quelques kilomètres du port. La première ministre italienne Giorgia Meloni a officiellement ouvert vendredi les deux centres où l'Italie prévoit d'accueillir jusqu'à 36 000 migrants sauvés par la marine italienne chaque année. Le centre de Gjader a une capacité d'accueil de 3 000 migrants. Il en accueillera 400 dans un premier temps, puis 880 dans quelques semaines.
Les centres n'accueilleront que des hommes majeurs, les familles ne seront pas séparées et les femmes, les enfants et les personnes vulnérables seront hébergés en Italie. Les États membres semblent esquisser un tour de vis de leur politique migratoire. Le sujet est en tout cas à l'agenda du Conseil européen. Dans une lettre adressée aux capitales, Ursula von der Leyen a proposé d'accélérer les retours et d'ouvrir des centres de rétention dans des pays tiers. La présidente de la Commission s'aligne ainsi sur la demande de 15 États membres de transférer les demandeurs d'asile vers des pays tiers sûrs. 17 pays ont également appelé à accélérer les expulsions des ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été déboutée. With the return hubs, there's a key question is whether the EU member states will find willing partners in order to establish those return hubs, and more than that, also to figure out ways to get countries of origin and transit to comply in terms of readmission. En France, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a fait de l'immigration son cheval de bataille, veut régulariser au compte-gouttes les sans-papiers. En Pologne, Donald Tusk envisage de suspendre temporairement et partiellement le droit d'asile pour lutter contre l'immigration illégale. Le Premier ministre polonais a demandé l'aval de l'UE. Pointés du doigt, la Russie et le Bélarus sont accusés d'orchestrer ces afflux de migrants pour déstabiliser l'Union européenne à la frontière polonaise dans le cadre d'une attaque hybride. De leur côté, l'Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières et les Pays-Bas ont demandé une clause de non-participation aux règles européennes en matière d'asile. This is extremely problematic. The right to asylum is a fundamental right that cannot be suspended even in times of politically declared crisis. It is protected under EU law, under international law, but also by the Polish constitution, which shows that this is not a migration issue alone, but it's a broader rule of law issue. Si la Hongrie ou l'Italie ont par le passé été marginalisés pour leur ligne dure sur la migration, les États membres semblent petit à petit converger dans cette direction. Les Moldaves voteront 2 fois dimanche. D'abord lors de l'élection présidentielle, puis lors d'un référendum très attendu sur l'adhésion à l'Union européenne. Quelques 5,6 millions de bulletins de vote ont été imprimés mardi pour les élections et le référendum. Pour la première fois, ils seront disponibles non seulement en roumain, mais aussi dans 5 langues de minorités ethniques, le russe, l'ukrainien, le gagaouz, le bulgare et le romani. Le résultat du référendum déterminera si l'adhésion à l'UE deviendra un objectif constitutionnel en Moldavie. Un oui majoritaire pourrait entraîner de nouvelles tensions entre les dirigeants pro-occidentaux et la région séparatiste de Transnistrie dans l'est du pays, où les séparatistes pro-russes sont au pouvoir. La présidente sortante Maia Sandu soutient l'adhésion de la Moldavie à l'UE. Elle est actuellement en tête de la course à la présidence, selon de récents sondages qui donnent également le oui favori du référendum. Ces statistiques étaient très attendues au Monténégro. Ce mardi, les résultats du recensement de la population ont été rendus publics. Sur un peu plus de 633 000 habitants, environ 41% se déclarent monténégrins, une baisse de 4% par rapport au dernier recensement qui date de 2011. Les Serbes, quant à eux, représentent près de 33% de la population, les Bosniaques près de 10% et près de 5% des habitants se déclarent albanais. Par ailleurs, le serbe reste la langue la plus parlée dans le pays, suivie du monténégrin. Avec un contexte ethnique aussi complexe, le recensement de la population de ce petit pays des Balkans a toujours été un sujet sensible. Les résultats jouent souvent un rôle politique important dans la région, compte tenu de l'histoire du pays. Ex-république yougoslave, le Monténégro a proclamé son indépendance de la Serbie en 2006. Depuis, les relations diplomatiques restent tendues entre les deux pays, qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Les tournées de bars nocturnes seront désormais interdites à Prague, dans le but de dissuader les touristes ivres trop bruyants de se rendre dans la capitale tchèque.
Les conseillers municipaux ont annoncé mardi que les agences spécialisées ne pourraient plus organiser de visites guidées de bar en bar entre 22h et 6h du matin. Les habitants de Prague se plaignent depuis longtemps du bruit causé par les tournées de bar, en particulier de la part des touristes britanniques. Cette décision risque de nuire à l'activité des agences de voyage qui misent sur la réputation festive de la capitale tchèque. Prague n'est pas la première ville européenne à mettre en œuvre des mesures visant à limiter l'afflux de visiteurs bruyants. L'année dernière, Amsterdam a lancé une campagne similaire destinée à dissuader les touristes britanniques âgés de 18 à 35 ans de se rendre dans la capitale des Pays-Bas, après de nombreux troubles publics. Le Festival Lumière 2024 s'est ouvert le week-end dernier à Lyon. Il réunit des stars venant du monde entier pour célébrer le 7e art avec des classiques restaurés, des rétrospectives et quelques avant-premières. Particularité du festival, chaque film est présenté par un acteur, un cinéaste, un critique ou par les organisateurs de l'événement au grand bonheur du public. Euronews s'est entretenu avec plusieurs stars présentes pour l'occasion et leur a demandé quel film les a poussés à faire carrière dans le cinéma. Il y a certainement mon film préféré qui est le Chantons sous la pluie, qui est vraiment un film de grand spectacle, tant dans sa Panavision que son Technicolor et les chorégraphies et la musique. C'était Bébert et l'omnibus qui m'avait fasciné parce que j'étais un enfant et cet enfant qui faisait un peu les 400 coups m'avait vraiment donné, c'était la magie du cinéma, c'est la première fois que ça m'a vraiment atteint. C'est un film qui représente le patrimoine parce que c'est la Dolce Vita, voilà. Comme il en a pris l'habitude depuis déjà 16 ans, le festival décernera son prix Lumière lors d'une grande soirée de gala. Cette année, c'est l'actrice Isabelle Huppert qui le recevra.